Je traînais mon ennui et ma peine le long de la côte catalane. Tout a changé le jour où je suis tombé sur Kepler, Natsumi, le Rintintin et Denise. Ces quatre-là s'enrichissaient en s'amusant. Ils vivaient cachés dans leurs repères de Cadaqués ou sur leurs bateaux de contrebandiers, par esprit de fronde, pour continuer les jeux de l'enfance. L'important, disait-il, est de bien faire la nuance entre s'affranchir de la loi et enfreindre la loi. Ça, c'était avant. La vérité est qu'ils préparaient leur coup. Un coup qui n'a pas une chance sur 1 million de réussir et dans lequel je me retrouve en première ligne. Cap sur la Sierra Leone, sa guerre civile, son virus Ebola, ses mines de diamants. Mais laissez-moi vous raconter l'histoire depuis le début. Chapitre 1er. Un Caritas à Cadaqués. Je les ai rencontrés à l'ancien poste frontière sur la route qui va de Cerbère à Portbou. Leur voiture était en panne. Ils attendaient tous les quatre, vêtus comme des princes, appuyés contre la carrosserie de la Mercedes. Plus personne ne passe par là, sauf pour admirer la vue au détour des lacets. La guérite des douaniers, le bar-restaurant et le magasin de souvenirs ont été abandonnés il y a des années. Chaque printemps, les mêmes mauvaises herbes à longues tiges grises repoussent au pied des murs décrépits. Il peut s'écouler des heures, une journée entière sous le soleil, sans que rien ne vienne troubler le silence et l'immobilité de l'endroit. J'ai stoppé la fourgonnette à quelques mètres d'eux. Ils m'ont observé avec curiosité. Aucun n'a bougé. J'aurais pu en conclure qu'ils n'avaient pas besoin de mon aide et redémarrer. J'ai voulu en avoir le cœur net. Je suis descendu. Kepler, Denise, le Rintintin et Natsumi allaient à Cadaqués. Ce n'était pas si loin, j'ai proposé de les y emmener. Ils ont sorti 4 sacs du coffre. Celui de la japonaise était plus volumineux que les autres, de forme cylindrique, en caoutchouc noir. Je n'en avais jamais vu de semblable, ce détail m'a frappé. Les 2 femmes se sont installées à l'avant. Les hommes étaient debout à l'arrière, obligés de se tenir au dossier de la banquette. Natsumi, assise à côté de moi, était la seule à parler. J'appris qu'il revenait de la Côte d'Azur à un aller-retour pour affaires. Nous en avions pour une demi-heure de virage sur la route côtière, puis à travers la montagne avant de redescendre vers Cadaqués. Dans ce village perdu où se réfugiaient autrefois les pirates en fuite, où, malmenés par les tempêtes, m'informa-t-elle, ils possédaient un hangar. Ils y rangeaient la Mercedes et y entreposaient du matériel, mais vivaient le plus souvent sur leur bateau, un ménorquin de 15 mètres qu'ils auraient bientôt fini de remettre à neuf. Elle et ses amis devaient avoir, comme moi, autour de la quarantaine. Avec le beau foulard orangé qui couvrait ses cheveux et qu'elle avait fait glisser sur ses épaules en prenant place sur la banquette, sa robe de soie coquille d'œuf et ses souliers de satin clair, Natsumi ressemblait davantage à un modèle pour magazine qu'à une autostoppeuse ou une aventurière. Même chose pour les 3 autres. Il y avait en eux quelque chose d'incompréhensible, dès la première vision, qui m'a attiré. Ils étaient ce que je ne serais jamais. Ils formaient une bande, j'étais seul. Ils détenaient un secret. Aujourd'hui, alors que j'en suis venu à si bien les connaître ensemble et séparément, l'attrait qu'ils exercent sur moi est toujours aussi fort, quoique pour des raisons différentes. Le hangar, comme ils l'appelaient, était un atelier de mécanique désaffecté, situé au fond d'une ruelle, en retrait de la plage. De l'extérieur, c'était bien un hangar. Passé la porte de métal coulissante, avec d'un côté l'emplacement pour la voiture et de l'autre leur moto, des canaux pneumatiques et un établi encombré d'outils, on franchissait le seuil d'un appartement en duplex, aussi remarquable par la simplicité de sa conception que par l'ambiance de calme et de netteté qui s'en dégageait. Les parties communes se trouvaient au rez-de-chaussée, les chambres à l'étage disposées autour d'une galerie donnant sur un puits de jour.
Aussitôt, j'ai pensé que j'aurais aimé habiter un lieu comme celui-là, avec des gens comme eux, si l'occasion m'en avait été offerte. Elle le fut le soir même, après notre premier dîner. La conversation s'était prolongée à la terrasse d'un bar au bord de l'eau où on servait des mojitos. Nous y étions encore attablés à minuit, à 1h, 2h du matin. Ils paraissaient infatigables. Le rhum et leur récit de l'acquisition rocambolesque du hangar, 20 ans auparavant, me tournaient la tête. Ils proposaient de me retenir pour la nuit, ou plus longtemps, si je le désirais. Bonsoir, Jean-Hubert Gaillot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, merci d'être avec nous pour parler de ce livre, Action spéciale, qui vient de paraître aux éditions de l'Olivier. On remercie Pierre Beau pour cette lecture des premières pages du roman. On va discuter de ce livre et Pierre émaillera notre discussion de quelques autres lectures. C'est un roman d'aventure, un roman de genre, on va en reparler. C'est votre 7e roman qui paraît chez l'Olivier. Le dernier, Le Soleil, avait paru en 2014. C'était aussi un roman d'aventure, une aventure littéraire, et sur les traces d'un manuscrit perdu. Et il avait reçu le prix Vepler en 2014. Jean-Hubert, vous êtes romancier, mais aussi cofondateur et co-directeur avec Sylvie Martini des éditions Tristram. Alors, on va peut-être commencer par là, éditeur et auteur. Est-ce que c'est compatible, intrinsèquement lié ? Compatible, il faut croire que ça l'est, puisque c'est le cas depuis toujours. Tristram depuis plus de 30 ans, la maison d'édition, et l'écriture de romans ou de textes de fiction depuis encore bien plus longtemps, depuis que je suis enfant. Donc oui, techniquement, c'est compatible. La question qui m'est souvent posée, c'est est-ce que c'est la même chose ou est-ce que ce sont deux activités disjointes et peut-être même étanches l'une à l'autre. Pendant très longtemps, c'est ce que j'ai cru, c'est que c'était deux vies différentes dans deux sphères totalement distinctes. Et aujourd'hui, je pense absolument l'inverse, c'est-à-dire que ça s'est totalement fondu dans ma propre existence. Et d'un mot, je dirais que lire des livres, en écrire, en publier, le cas échéant, en commenter sous forme de critique, ce sont autant de facettes d'une seule et même activité qui est au fond de préférer vivre dans les textes, dans les livres, de manière à passer le moins de temps possible dans le monde réel. De Tristram, vous dites, en tout cas c'est comme ça que la maison est présentée quand on tape rapidement sur Internet, que c'est une association de malfaiteurs, voilà, qui conviendrait parfaitement pour définir la bande qui est au cœur de ce roman, le groupe avec lequel le narrateur s'embarque, on l'a entendu naturellement, il est comme aimanté par eux. On va entendre une autre lecture assez rapidement, mais j'aimerais qu'on revienne sur la constitution du dit groupe, avant que le narrateur les rencontre. Eux, comment ils se sont rencontrés ? Qu'est-ce qui les unisse ? Alors, ils se sont rencontrés à Paris, 20 ans après le début de l'histoire qui est racontée dans le roman. Le roman commence en 2014 et se déroule pendant une année, donc en 2014-2015. Ça signifie qu'ils se sont rencontrés au milieu des années 90. Ils avaient à l'époque 20 ans ou un peu plus de 20 ans. Ils ont donc la quarantaine au moment des faits. Ils se sont rencontrés en l'espace d'une journée à la suite d'une succession de concours de circonstances, et leur club des quatre s'est constitué instantanément. C'est-à-dire, dès lors qu'ils se sont trouvés, ils ne se sont plus jamais quittés. Les événements font qu'ils ont dû se rendre à Cadaqués pour découvrir le
le regard dont il est question au début du premier chapitre. Ils y sont restés. Et ça les a mis en demeure de devoir inventer la vie qui irait avec cet endroit, puisqu'à 20 ans, évidemment, ils étaient tous étudiants. Enfin, voilà, c'était la vie de jeunes gens à Paris. Rupture totale et sans retour avec cette vie-là. Donc, comment se débrouiller ? Le roman est aussi l'histoire de tout ce qu'il faut, imaginer, inventer, manigancer pour vivre élégamment et de manière amusante. S'enrichir en s'amusant. En jouant selon ses propres règles. Et est-ce que vous pouvez commenter leurs noms ? Denise, Natsumi, Kepler et le Rintintin. Je vais avoir peut-être un peu de mal à me souvenir de l'histoire de chacun de ces noms. Je suppose que qu'à l'origine, c'est lié aux personnalités que je leur ai imaginées. De même qu'ils ont constitué leur groupe en un instant, ils se sont également imposés à moi en un instant. C'est-à-dire que je ne savais pas très bien ce que j'allais écrire lorsque j'ai décrit la scène inaugurale du roman, où ils sont là tous les quatre, habillés comme des princes, très nonchalants, très élégants, un peu énigmatiques, peut-être un peu moqueurs. Et donc j'ai vu ces quatre très beaux personnages, à vrai dire ressemblant aux amis que j'aimerais avoir dans la vie réelle. Je suis désolé si j'ai des amis dans la salle, que j'aime beaucoup aussi, mais dans un roman, c'est possible que les amis, cette fois, soient absolument parfaits et surprenants à chaque minute, et intéressants tout le temps, et voilà, bon. Et donc j'ai eu la vision des quatre. Il se trouve que c'était 2 garçons et 2 filles. Et c'est comme si, avec l'apparence physique que je leur attribuais, ça appelait un caractère, une personnalité. Je commence par Kepler, qui est un grand garçon, brun, un peu ténébreux, avec une sorte de pli un peu soucieux sur le front en permanence. Il me semblait avoir les qualités d'un mathématicien, d'un ingénieur, d'un stratège. Et donc il s'est tout de suite appelé Kepler parce que c'est le nom d'un grand scientifique, d'un grand découvreur. Pour rester du côté des garçons, l'autre, qui s'appelle le Rintintin, l'air extrêmement goguenard, chevelure rousse, bouclée, costume bleu électrique, l'air de se moquer de tout et de tout le monde. Le Rintintin, parce qu'il y a finalement une autre explication dans le livre, mais je me suis souvenu de l'une des très très nombreuses lectures enfantines ou adolescentes qui ont nourri toute l'écriture du roman. Voilà, le Rintintin, c'était ce chien-loup pendant la guerre de sécession. Le thème de la sécession, d'ailleurs, revient sous des formes multiples tout au long du livre. Et donc, il s'est appelé le Rintintin, et puis j'en avais un qui s'appelait Kepler. Il fallait donc que l'autre ait une sorte comme ça de sobriquet un peu ridicule et facétieux. Denise, une jolie fille, brune, un peu intimidante. J'aime bien les prénoms un peu anciens, c'est-à-dire les prénoms qu'on ne donne plus. Dans un précédent livre, dans Le Soleil, le personnage féminin principal s'appelait Suzanne. Et je suppose que Denise était un écho au personnage de Suzanne, c'est-à-dire une fille qui, à travers son prénom, semble arriver peut-être de plus loin que de sa propre histoire. Quant à Natsumi, elle est décrite dès la première page du livre comme japonaise. Il fallait donc qu'elle ait un prénom japonais et que lui-même ait une espèce comme ça de qualité phonétique
avec laquelle il soit possible fréquemment d'introduire ce prénom dans des phrases. C'est l'une des difficultés quand on écrit un livre. Tous les romanciers le savent et le disent. Le choix d'un prénom est lourd de conséquences. Il produit une image, mais c'est également l'un des mots qui va revenir le plus souvent dans le livre. Donc il ne faut pas qu'il pose de problème. Et il me semblait que ces quatre-là, et en particulier Natsumi, serait un prénom plein de souplesse, plein d'agilité, plein de possibilités, également d'un point de vue sonore, acoustique. Elle est elle-même souple et agile, physiquement. On va écouter la deuxième lecture tout de suite, un coup de ces quatre-là, qu'on va pouvoir commenter, un coup de dé. Quand ils me racontaient leur début, la période de débrouille, où il fallut équiper sommairement le hangar, acheter les motos et la Mercedes d'occasion, ils me parlaient moins d'argent et de la difficulté à en trouver que des manières de s'en procurer auxquelles ils avaient préféré renoncer. Aucun n'aurait accepté de travailler dans une banque, mais aucun non plus n'aurait voulu devenir braqueur de banque. Rejet de la vie salariée, refus d'une vie hors la loi, ne se laisser enfermer ni dedans ni dehors, tous tombaient d'accord sur ce point, mais entre les deux, la voie était étroite. Denise avait fréquenté des gens à Paris qui levaient des fonds pour venir en aide aux villages pauvres du Burkina Faso. Son apport se limitait à traduire bénévolement des articles de revue ou des circulaires officiels. Elle le faisait vite et bien, avec la satisfaction de se savoir utile. Son nom, peu à peu, avait circulé dans les milieux de l'action humanitaire. On la sollicitait pour des travaux plus longs et ardus, parfois rétribués. Le Rintintin avait des dispositions pour le jeu. À 18 ans, il finançait ses études grâce aux grilles du loto sportif qu'il remplissait chaque semaine. Au départ, des quatre, sans doute était-il le plus hostile à toute idée de travail contre salaire et le moins regardant sur la légalité. Quand il eut vent de la possibilité d'empocher de meilleurs gains en recourant aux paris clandestins, il n'hésita pas. Natsumi, le mercredi, le vendredi et le samedi, donnait des cours de jiu-jitsu à Rosas. Puis elle en donna à Figueras, interrompant ceux de Rosas, ensuite à Barcelone, abandonnant ceux de Figueras. La distance augmentait, le nombre de ses élèves aussi, ses revenus également. Elle put espacer les séances. Kepler et le Rintintin discutaient interminablement de paris. On pouvait parier sur n'importe quoi. Les chevaux, les courses automobiles, la boxe, les combats de coqs, le sexe du prochain rejeton de la famille royale. Quel pays serait la cible du prochain attentat? Le Rintintin leur avait appris le poker et ses variantes. Il progressait rapidement, Kepler surtout. Bientôt, il fut imbattable. Et une nuit, alors qu'il les observait autour de la table, concentrés sur les cartes, beau, si beau, et débordant de classe, un carré d'as à Cadaqués, il décida qu'il était temps de voir les choses en grand. Kepler avait un idéal, esthétiser l'existence sous tous ses aspects. Une victoire élégante représentait pour lui davantage qu'une victoire. L'argent propre, qu'est-ce que c'était? Il aimait les billets neufs, tout juste imprimés et qui n'avaient jamais servi. Mais ça n'était pas son idée de l'argent propre. L'argent qu'on pouvait gagner à droite ou à gauche, comment savoir s'il ne résultait pas d'une activité de blanchiment? Dans certaines villes, la moitié des commerces, les trois quarts des bars et des restaurants, la totalité des lieux de nuit servaient à blanchir. Des pans entiers de l'économie étaient gangrénés. Le seul argent propre était celui qu'on faisait surgir du néant par un tour de passe-passe réussi. Pendant les heures de cours de Natsumi, le Rintintin traînait à Rosas dans les arrière-salles des cafés. Il jouait petit, sans trop se faire remarquer, pour tâter la température. Un jour, quelqu'un l'emmena dans un club où de jeunes bourgeois en vacances se donnaient le frisson en surenchérissant au hold'em poker avec les économies de leurs parents. Les garçons avaient son âge, un peu plus de 20 ans, et des fiancés bien élevés qui se tenaient avec prudence loin du jeu. Le Rintintin imagina l'effet que produirait sur cette jeunesse dorée l'irruption de Denise à son bras, celle de Natsumi au bras de Kepler.
Cette descente sur Rosas, tous dans la Mercedes, Kepler au volant, fut leur première opération méthodiquement préparée. Un épisode enchanteur, un glorieux baptême du feu que je me suis souvent fait raconter. Et aujourd'hui, c'est comme si j'avais moi-même été présent dans ce club. Comme si j'avais perpétré ce pillage mémorable avec eux. À l'époque, on comptait en pesetas. Leur premier coup, un coup à 500 000 pesetas. 2 soirées consécutives, le Rintintin avait perdu un peu d'argent en jouant encore plus mal que ses victimes. Tout en perdant, il leur parlait de ses amis français dont il mythifiait les talents et les relations dans le monde parisien des médias, du divertissement, faisant miroiter qu'il pourrait, un jour futur, les leur présenter. Il avait prononcé les mots magiques : célébrité, chanson, télévision. Et même s'ils n'avaient été crus qu'à moitié, le Rintintin sentait qu'ils étaient accrochés, qu'ils avaient trop envie de se pousser du col pour ne pas rêver malgré tout à l'une de ces rencontres qui ouvrent les portes et accélèrent le destin. Quand pourrait-on les voir, ces amis du showbiz ? Une paire de 7 encore perdue qu'elle déveine. Le Rintintin sortit un autre billet de sa poche avec une moue. Il vit la lueur de triomphe dans l'œil des garçons et ça le savourait. Il employa, pour livrer l'information attendue, le ton détaché qui en impose au gogo. Justement, ses amis allaient le rejoindre bientôt pour un week-end de détente. S'ils en avaient envie, s'ils en avaient le temps, mais pourquoi pas ? Peut-être passerait-il faire une partie. Il l'appellerait sans faute. Ils sont entrés en parlant fort, en riant, en se soutenant les uns les autres, l'air d'avoir bu quelques verres de trop. Denise marchait au centre, un bras autour de la taille, celui de Rintintin. Sa main glissait dans celle de Kepler, lui-même enlaçant Natsumi aux épaules. Sans gêne, ils firent ce que les gens qui se croient seuls au monde, comme inconscients du magnétisme qu'ils exerçaient sur la bande de garçons et filles, avertis 30 minutes plus tôt de leur venue par le Rintintin, et qui avaient eux aussi soigné leur style, ils se laissaient admirer sous toutes les faces, caressés par ces regards envieux. Denise, lancée dans les anecdotes mondaines, mentionna, avec une complaisante familiarité, les prénoms d'une chanteuse et d'un acteur en vue dont la presse du cœur avait révélé l'idylle parisienne. Kepler s'étonna de n'avoir rien à boire. Natsumi se ventousa à son tour contre le Rintintin. Denise lui déposa un baiser dans le cou, quand il parut se souvenir enfin de l'existence de leur proie, qui s'était regroupée dans un coin. Les présentations. Grand moment d'esbrouf. À rebours de la logique, le Rintintin ne dit pas un mot en faveur des amis de Paris, vantant au contraire les dons remarquables des jeunes du club, l'humour des filles, qui en étaient absolument dépourvues, l'éloquence et la brillante capacité conceptuelle des garçons, dont ce n'était pas le fort. Sans leur laisser le temps de se ressaisir, Natsumi, Denise et Kepler ont engagé la conversation. Les rôles étaient inversés. Tombés sous le charme d'une paire de garçons chacune, Natsumi et Denise semblaient découvrir de quelle irradiation sont capables les hommes authentiquement séduisants. Elles paraissaient dans un état second et se pinçaient les lèvres d'incrédulité, mais c'était pour ne pas rire. Kepler était en extase devant la moins jolie des filles. Celui-ci se montra d'ailleurs très spirituel et pleine de mordants à son contact, l'aparté du Rhin. Les autres pimprenelles, telles les candidates paniquées d'un concours de Miss, s'impatientèrent. Le Rintintin les rassura, son ami n'agissait ainsi que par courtoisie, leur tour viendrait. Que désirait-elle boire ? C'était le signal. On faisait tourner les équipes. Kepler voulait noter les coordonnées de la fille. Il n'avait pas de stylo sur lui. Le Rintintin pouvait-il s'en occuper ? Comme ce dernier attrapait le poignet de l'heureux élu et l'entraînait à l'écart, Kepler prit sa place auprès des pimprenelles et recommença son numéro. Au même instant, les intrépides Denise et Natsumi échangèrent leurs cavaliers. Tous ces garçons, la tête dans les étoiles, étaient persuadés d'avoir le ticket. Il revenait au Rintintin de choisir le moment où on mettrait fin au simagrée. Il a attendu que les esprits s'échauffent, laissé les regards s'attarder sur la bouche de Natsumi et s'apesantir suffisamment dans le décolleté de Denise jusqu'à être certain qu'elle les tenait en leur pouvoir. Puis il a frappé dans ses mains pour réclamer l'attention. Qui se sentait d'attaque pour une partie ?
Les garçons se sont rués vers la table en jouant des coudes pour être assis à côté de leur nouvelle chérie. Kepler et le Rintintin ont quitté les Miss à regret et se sont installés sur les chaises libres. Chacun connaissait son rôle. Des nuits durant, ils avaient simulé ce genre de partie à 8. Ils étaient prêts pour le hold-up. Il fallut 50 minutes pour plier l'affaire, pas une de plus. Opérer ainsi au nez et à la barbe nécessiterait d'abord de la vitesse, avait prévenu Kepler. Plus ça durerait, plus le risque augmenterait que l'une ou l'autre de leurs proies recouvre sa lucidité et dessille le reste du groupe. 1 heure, c'était le maximum. Au-delà, mieux vaudrait avoir décampé. Ils firent mieux que cela, 50 minutes chrono, avec un rendement de 10 000 pesetas par minute. Denise et Natsumi vampaient les joueurs pour nuire à leur concentration tout en les incitant avec frénésie à miser gros. Kepler et le Rintintin se tortillaient sur leur siège, alimentaient les Miss à distance avec des bons mots, sans donner l'impression de beaucoup s'intéresser au jeu. Sous ces dehors dissipés, ils comptaient les cartes et communiquaient par signes, misaient, relançaient, amassaient les jetons, insufflaient un rythme infernal à la partie. La difficulté était de finir. Déclarer qu'ils ne jouaient plus, se faire payer leur dû, partir, comme ils étaient venus. Natsumi avait un foule aux dames par les as. Elle a abattu ses cartes victorieuses, as de pique, as de trèfle, et dit qu'elle avait honte d'avoir autant de chance. Elle se retirait. Elle espérait pouvoir leur accorder bientôt une revanche. Quand se reverrait-il ? Le Rintintin et Kepler étaient déjà debout, de retour près des Miss, s'efforçant de faire diversion, tandis que Natsumi et Denise laissaient errer une main pleine de promesses sur la joue des jeunes messieurs en empochant de l'autre les grosses coupures. En tournant au coin de la rue, jetant un dernier œil, ils ont vu que leur victime disait au revoir en agitant le bras depuis la porte du club. Sans se concerter, les 4 sont partis au sprint. Kepler courait devant, le Rintintin poussait des cris sauvages repris par Denise et Natsumi. Une fois à la voiture, ils se sont empoignés, tous très émus. Des larmes coulaient sur le visage de Kepler. C'était un sans faute. Combien avait-il ? 500 000 pesetas. Chiffre superbe. Mais une somme dérisoire avec le recul. 3000 petits euros de rien du tout. Une semaine plus tard, il prenait la route de Séville pour recevoir l'adoublement de Gustavo Baltes Pinston, le roi de la roulette. Ça allait vite. Seulement 1 an avait passé depuis leur arrivée à Cadaqués. Élégance, panache, on s'amuse. En réentendant, je me disais, tout ça est extrêmement théâtral. Ils jouent, mais ils sont préparés. Ils sont dans des rôles. Tous leurs coups, il y en a un certain nombre comme ça qui sont racontés dans le roman, reposent sur une préparation maniaque, fanatique. C'est Kepler qui est l'architecte de ça. C'est la même chose, par exemple, pour les paris sportifs à grande échelle. Donc oui, c'est répété, mais je pense que tous les gangsters répètent dans leur tête ou physiquement les coups qu'ils vont perpétrer. Et même les pauvres malheureux comme moi qui n'ont jamais rien fait de tel, parfois y ont rêvé. Et une bonne partie des menées comparables à celle qui vient d'être lue, qui sont racontées dans le livre, ce sont des choses que j'ai plus ou moins envisagées dans mes jeunes années dans la vie réelle, c'est-à-dire comment s'enrichir en s'amusant. Et une fois que l'imagination, et je pense qu'il n'est pas nécessaire d'ailleurs d'être romancier pour cela, une fois que l'imagination est lancée sur cette piste, ça galope. C'est très très facile d'imaginer, d'inventer des coups très ingénieux et de se les raconter et re-raconter dans tous les détails. Et je pense que la théâtralité que ça peut prendre dans le récit vient de cela, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été très puissamment désiré, très puissamment fantasmé, et donc oui, c'est nécessairement très
très conscient, très concerté, très orchestré. Sinon, c'est pas possible. Ce sont sans doute d'ailleurs les passages du livre qui ont été écrits avec le plus de facilité, c'est-à-dire pratiquement du premier coup, sans retouche. Ça n'a malheureusement pas été le cas pour d'autres parties du livre qui ont été beaucoup plus difficiles à trouver. Mais voilà, je pense que mon lourd passé fantasmatique de gangster m'a beaucoup aidé sur ce plan-là. Il y a la question du déguisement aussi. Ils s'habillent dans leur mise, et puis il y a vraiment une scène où ils se travestissent. Oui, alors ça, c'est un point de controverse. Le fait de se déguiser, de se grimer, de changer d'apparence, c'est vraiment le truc du Rintintin qui adore ça, qui a une petite mallette dans laquelle il a les éléments permettant de constituer une centaine d'apparences différentes. Lentilles de contact colorées, éléments de maquillage, beaucoup d'autres choses. Cette tentation qui est grande pour le Rintintin est absolument réprouvée par les trois autres, qui ont constaté d'expérience que lorsqu'on commence à faire du transformisme, c'est que les choses sont mal engagées et que le danger de manquer son coup devient insupportablement élevé. C'est la raison pour laquelle, dans une partie, quelque part au milieu du livre, le Rintintin profitera du fait qu'il est seul avec le narrateur, mais sans les trois autres, pour entreprendre de les déguiser. Et effectivement, c'est l'un des coups qui menace d'échouer dramatiquement. À propos du jeu, je voudrais qu'on décline un peu ce motif, parce que là, on entendait, c'est le jeu en club, les cartes, la roulette, c'est un élément essentiel du livre. Le jeu, c'est souvent l'unique possibilité qui reste aux gens qui n'ont pas envie d'avoir un vrai boulot et qui, en même temps, n'ont pas envie de sombrer irrémédiablement dans l'illégalité. Oui, là, c'est l'arnaque. Il y a une zone intermédiaire qui est une zone floue. On a quand même le droit de faire des paris sportifs, mais pas forcément des paris clandestins. On a le droit de jouer aux cartes, on a le droit d'aller au casino. Eux, leur rapport consiste à voir jusqu'où on peut pousser l'extrême limite de la légalité, sans toutefois entrer dans une démarche qui serait pénalement répréhensible. Et donc là, je crois qu'il faut s'interdire d'entrer dans les détails, car des gens liront peut-être le livre. Mais voilà, ils agissent dans cette marge de manœuvre. On a le droit de jouer au poker, mais on a aussi le droit de jouer intelligemment au poker. Et jouer intelligemment au poker, c'est être attentif à tout un ensemble de choses auxquelles le joueur moyen ou le joueur médiocre ne sera pas attentif. C'est pareil pour la roulette, et c'est pareil pour toute la gamme des jeux auxquels il se livre. C'est une forme d'optimisation de la performance. Et là, dans les performances, il y a les performances sportives aussi. Là aussi, c'est un jeu. Il y a une scène de match de football. Je sais que Pierre Beau regrette beaucoup de ne pas lire ces pages. Oui, moi aussi. Mais voilà, il y a aussi une analogie entre le jeu de la roulette, le jeu sportif. C'est ça aussi. Alors le jeu sportif, c'était autre chose, puisqu'il se trouve que 2014, c'était une année de Coupe du Monde en Amérique du Sud. Et qui a été... Alors évidemment, ça a été très facile pour moi de le faire, puisque je l'ai écrit en connaissant les résultats. Mais l'action se déroule avant qu'il était possible de connaître les résultats. Et je ne vais pas m'étendre trop longtemps, rassurez-vous, sur le foot, mais cette Coupe du Monde a été passionnante, puisque la quasi-totalité des favoris incontestables, non seulement ont été battus, ont mordu la poussière, mais très rapidement dans la compétition, et souvent de manière absolument grotesque. Par exemple, l'Espagne, qui était archi-favorite,
et qui a été ridicule pendant les 3 petits matchs qu'elle a fait, qui ont été une déroute retentissante. Et Kepler, qui a été le concepteur du pari très risqué qu'ils font sur ces matchs-là, s'est livré à ce que de grands parieurs dans la vie réelle font réellement. C'est-à-dire qu'il s'est intéressé à tous les aspects des équipes qui allaient être en compétition, de leur vie, la vie personnelle de chaque joueur, des entraîneurs, l'hygiène de vie, les petits incidents, et pour en déduire une sorte d'algorithme extrêmement sophistiqué, permettant de considérer de manière suffisamment certaine qu'une équipe présentée comme favorite en réalité, aura de grandes difficultés, les aura très vite, et qu'une équipe qui ne paye pas de mine parce que c'est une petite nation, parce que les joueurs ne sont pas célèbres, ne jouent pas dans de grands clubs européens, à l'inverse, aura démontré dans des matchs d'entraînement, des matchs amicaux, de préparation, une espèce comme ça d'esprit de groupe, d'esprit d'équipe, qui peut les rendre redoutables. Alors évidemment, dans le roman, le bouchon est poussé très loin, puisque Kepler et ses amis font un pari sur la défaite en bloc de 4 des plus grands favoris. Il n'empêche que dans la réalité, c'est bel et bien ce qui s'est produit. Et s'il existe un groupe d'individus comme Kepler, Natsumi, Denise et le Rintintin qui ont fait ce pari, aujourd'hui ils sont très riches. Il y a, évidemment, avec la question du jeu souterrain, il y a la question du jeu littéraire. Tout ça est un grand jeu littéraire à partir du roman d'aventure. Je ne suis pas sûr de ça. C'est une remarque qui m'était faite déjà à plusieurs reprises depuis que des gens ont lu Action spéciale. Et un commentaire qui revient souvent, c'est « Ah, tu as dû beaucoup t'amuser, tu joues avec les codes du roman d'aventure, du roman policier, du roman d'espionnage. » C'est pas du tout l'impression que j'avais en le faisant. Enfin, vous avez quand même écrit un roman d'aventure. Oui, un roman d'aventure, mais au premier degré. C'est-à-dire ce qui depuis toujours, d'ailleurs, j'ai simplement réussi, ou en tout cas eu suffisamment l'impression de le réussir cette fois-ci, mais mon fantasme littéraire absolu depuis que je suis enfant, puisque je me suis mis très, très rapidement à écrire, c'était de réussir à faire la même chose que dans ces romans qui m'enchantaient, c'est-à-dire avec une croyance totale dans ce que le roman racontait. Donc c'est pas un jeu avec... Pas de second degré. C'est pas un second degré, c'est pas, comment dit-on aujourd'hui, une sorte comme ça de métalittérature ou de trucs postmodernes où on emprunterait à différents codes ou registres du roman ou de l'histoire du roman pour les assembler d'une manière inédite. Non, c'est une formule qui m'était venue il y a peut-être maintenant une vingtaine d'années, lorsque chez Tristram, on avait commencé à traduire et publier les œuvres complètes d'un admirable écrivain allemand qui s'appelle Arno Schmidt, qui est un écrivain extrêmement excentrique et extrêmement à part dans la littérature germanique, et qui avait la caractéristique à la fois d'être un très grand styliste et un tempérament narratif totalement hors norme et neuf, parce qu'après la guerre, l'allemand n'était plus utilisable en l'état, il fallait donc le réinventer, mais c'était aussi un lecteur de Edgar Poe, de Mark Twain, de Fenimore Cooper, et l'un des premiers livres de Schmitt qu'on avait publié s'appelle Le cœur de pierre, et pour expliquer autour de nous ce qu'était ce livre, cette formule qui a surgi, c'est un club des 5 pour adultes. Et je crois que d'avoir dit ça à ce moment-là, il y a 20 ans, m'a mis sur la piste de ce que j'avais réellement envie d'écrire. C'est-à-dire quelque chose qui aurait la simplicité, l'innocence, la pureté d'un roman d'Enid Blyton, mais
mais qu'on puisse lire, et lire sérieusement, quand on n'est non plus un enfant, mais un amateur aguerri de littérature. Et il m'a fallu beaucoup de temps et beaucoup d'approximations successives pour à la fois réussir à conserver cette espèce de foi et de croyance au premier degré dans les possibilités d'un roman d'aventure, c'est-à-dire l'histoire, les épisodes, les rebondissements, les péripéties, les décors, les personnages, des caractères de personnages qui nécessairement renvoient à des archétypes, mais là non plus, ça n'est pas un jeu avec les archétypes, je ne sais pas comment on pourrait dire au cinéma, le détective solitaire, la femme fatale, c'est pas du tout ça. Ce sont des personnages qui répondent à des types, et avec une personnalité extrêmement définie, extrêmement détaillée, qui pourrait, j'espère en tout cas, être également celle de n'importe quel personnage de roman psychologique. Donc voilà, s'il y avait un enjeu littéraire pour moi en écrivant Action spéciale, c'était ça, c'était de ne rien céder sur la foi enfantine des premières lectures, voilà, de ce que je pourrais appeler l'enfance du roman, et en même temps d'essayer d'aller le plus loin possible avec ce que j'ai aimé plus tard dans la littérature, c'est-à-dire la sophistication. Ce qui peut être la sophistication narrative, qui peut être la sophistication dans la langue, qui peut être une forme d'élaboration particulière dans les dialogues. Il y a d'assez nombreuses scènes dialoguées. Très longtemps, j'ai eu un mal fou à écrire des dialogues, donc je m'arrangeais pour qu'il n'y en ait pas, ou le moins possible. Et là, ça a pris beaucoup plus d'importance. Mais là non plus, ça n'est pas un jeu avec l'art du dialogue chez d'autres romanciers. La manière dont les personnages, on entendra peut-être d'ailleurs un exemple tout à l'heure, mais la manière dont les personnages se parlent ou parlent les autres, souvent pour les embobiner d'ailleurs, cette manière de faire les dialogues dans Action spéciale, comme tout le reste, j'espère, a un lien de nécessité avec les enjeux de l'histoire elle-même. C'est-à-dire que ça ne pourrait pas être fait de la même manière dans un livre qui raconterait autre chose. L'histoire, justement, donc les 4 qui deviennent 5 en embarquant le narrateur ont un grand projet. Donc, c'est de sauver l'ami du père de Denise, un ami du père de Denise qui est enfermé en Sierra Leone, alors que Ebola commence à y faire des ravages. Mais la réalisation de ce projet reste un peu floue. Voilà. Et donc, ils ont besoin d'un bateau. On a déjà un peu évoqué ce bateau. Je voudrais qu'on en parle parce que ce bateau s'appelle, et vous avez dit que c'était un thème important, le Sécession. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de cette embarcation, de son nom ? Donc ce bateau, qui est un bateau de 15 mètres, a un nom, enfin en tout cas dans cette région d'Espagne, c'est un ménorquin, donc un bateau qu'on trouve aux Baléares, qui historiquement est un bateau qui sert aux activités de pêche, mais qui a pour caractéristique de pouvoir aisément être transformé, selon les critères, des bateaux de plaisance modernes. Beaucoup de ces bateaux aujourd'hui ne servent plus, donc sont à vendre. 15 mètres, c'est déjà un grand bateau, donc on peut en effet les acheter pour peut-être pas pour une bouchée de pain, mais enfin, en tout cas pour une somme qui est assez ridicule pour de tels bateaux. Et au moment où le narrateur les rencontre en les embarquant là au poste frontière, ce que nous avons entendu tout à l'heure, ils sont en train d'équiper ce bateau qui n'a pas encore navigué, mais dont on sait qu'il prendra la mer quelques mois plus tard, lorsqu'il sera prêt. Pour mener à bien
l'un des aspects nécessaires du grand coup dont il est question. C'est d'ailleurs le narrateur qui le baptise, puisque lorsqu'il commence à voir des photos, avoir des explications sur ce bateau, qui est quand même un objet incroyablement excitant, il leur demande s'il a un nom. Il n'en a pas. Et il leur dit, c'est la fin du premier chapitre, vous pourriez l'appeler le Sécession, parce que c'est le mot comme ça qui lui vient et qui lui paraît représenter tout ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'ils ont fait sécession d'avec la société, ils ont fait sécession d'avec les principales options existentielles qui s'offrent au commun des mortels. Voilà, ils s'engagent dans une voie tout à fait autre. Et donc il les voit comme des sécessionnistes, peut-être d'ailleurs aussi inspirés par le nom ou le surnom du Rintintin, qui évoque irrésistiblement l'époque de la guerre de sécession. C'est d'ailleurs aussi le moment où en Catalogne, il y a des menées sécessionnistes, avec le référendum, lui-même illégal d'ailleurs, que les indépendantistes ou autonomistes catalans étaient en train de mettre en place. Oui, ça c'est toute la portée politique du roman. La question de la marginalité de ces groupes interlopes, et puis de leurs choix sociaux, en effet, assez radicaux. Et en même temps, le roman est traversé par cette histoire de sécession de la Catalogne, enfin en tout cas de l'indépendance de la Catalogne, et puis aussi l'histoire de la Sierra Leone, finalement, la crise Ebola, un virus quand même, c'est fait exprès. Oui, un virus, et un virus dont d'ailleurs certains l'ont dit depuis, dont il aurait été possible de peut-être mieux tirer la leçon. Il a été dit que le virus Ebola n'a pas fait davantage de dégâts pour deux raisons. C'est qu'il est né dans une région de la Sierra Leone, qui est un tout petit pays et extrêmement pauvre, qui était par chance la plus éloignée de Freetown, qui est la capitale. Et que donc il n'a pas eu le temps d'arriver suffisamment vite pour produire des dégâts à beaucoup plus grande échelle. Mais surtout, c'est un virus qui est tellement dangereux que ceux qui l'ont contracté souvent sont morts avant d'avoir eu la possibilité de le transmettre beaucoup. Mais il a été dit, donc dès le milieu des années 2010, quand Ebola a commencé à sévir là-bas, que dans des régions plus peuplées et avec un virus un peu moins létal, on pourrait avoir quelque chose comme une pandémie. Mais là où on peut retomber sur ce mot de sécession, c'est que les épidémiologues qui décrivaient Ebola, je ne veux pas entrer dans les détails, mais expliquent que c'est une partie de l'organisme, des cellules du corps humain, qui font sécession dans l'organisme, qui changent de camp. On parlait de ce bateau, de la portée politique de leur choix. Et est-ce que le roman, c'est un bateau, une île, un lieu de repli ? J'ai noté ce passage. Pourquoi me serais-je inquiétée de savoir où cette aventure me mènerait, puisque mes amis, eux, semblaient le savoir ? Il n'est pas dans mon caractère de faire des projets, et je n'ai pas attendu de rencontrer Denise, Kepler, Natsumi et le Rintintin pour me laisser porter par les circonstances. Tels ces navires fantômes de mes livres d'enfance qui errent sur toutes les mers du globe sans but ni provenance et qui, si malmenés qu'ils puissent être par les éléments, ne peuvent avoir d'autre destin que de s'y soumettre pour se laisser porter et balloter au gré des flots. Le roman, c'est un lieu de repli, de sécession, de... Le roman en tant que roman, de manière générale ? Ah oui. Oui, un roman, c'est également une île, c'est également un navire. Enfin, ce sont évidemment des métaphores très élémentaires. Mais cela dit, s'il y a tout cela dans l'action spéciale, c'est parce qu'il y a déjà tout cela dans les premiers romans que j'ai aimés. Donc si dans les livres qui m'ont fait le plus d'effet, il y avait un bateau, eh bien, je désire qu'il y en ait un également dans le livre que je veux écrire. S'il y a une île, eh bien, je veux également une île, etc. Ce sont, encore une fois, c'est au premier degré, ça n'est pas un jeu, mais il aurait été hors de question de
tourner le dos à des motifs ou à des véhicules, d'une part qui ont fait leurs preuves, et qui recèlent un potentiel romanesque aussi prodigieux. Et alors, désormais, je peux en parler en connaissance de cause, puisque j'ai à mon tour écrit un roman d'aventure. Il n'y a aucun risque à reprendre ces motifs usés jusqu'à la corde dans un nouveau livre, parce que précisément, ce sont des motifs et des éléments tellement forts que par eux-mêmes, ils ont la capacité à produire quelque chose de neuf, ou en tout cas une nouvelle variation par rapport aux archétypes du genre. Et quelque chose me dit que de vouloir placer l'originalité ailleurs, c'est-à-dire c'est un roman d'aventure, donc il va y avoir le bateau, l'île et la mer, donc je vais faire le contraire. C'est peut-être courir le risque, au contraire, de reproduire les clichés autrement, par inadvertance, et de manière en tout cas plus difficilement évitable. Je pense que là, au contraire, lorsqu'on réemprunte des véhicules et des formes qui ont déjà servi, l'impératif d'aller ailleurs, ou en tout cas, au moins partiellement, est d'une telle nécessité qu'on le fait. On pourrait s'amuser à relever tous les espaces clos du roman qui sont comme des microcosmes de l'univers que se crée le groupe. Alors évidemment, le hangar, on a parlé de l'île, du bateau, il y a la voiture aussi. Il y en a un sur lequel on va s'arrêter un tout petit peu plus longtemps, on va entendre une lecture, c'est la chambre d'hôtel. Mais avant de l'entendre, donc c'est Denise et le narrateur qui sont enfermés tous deux dans une chambre d'hôtel. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ils se retrouvent là ? Alors là, on a quitté la Catalogne, on est à Madrid. Je vais quand même tâcher d'en dire le moins possible. Ils sont à Madrid dans une chambre d'hôtel, qui est un peu un hôtel de deuxième catégorie. Ils attendent un coup de téléphone, vraiment important pour la suite. Et bizarrement, ce coup de téléphone n'arrive pas. Donc il y a un petit peu de temps qui passe, ce qui donc produit ce huis clos entre Denise et le narrateur. Une qui désirait que ça dure le moins longtemps possible, et l'autre qui désirait que ça ne s'arrête jamais. Sans que je sache à quel moment au juste cela avait commencé, d'heure en heure, s'intensifiait en moi la sensation d'être en sursis. Je n'en avais pas eu une claire conscience, mais pendant le trajet jusqu'à Madrid, c'était déjà cette impression qui m'occupait l'esprit, d'une échéance qui se rapproche avec son compte à rebours, muet, seulement perceptible à l'accélération des battements de mon cœur après certains propos ou silences de Denise. J'avais noté que, à mes questions ou remarques, désormais, elle répondait toujours un peu à côté. Je n'avais pas lu assez, ou alors pas les bons livres, ni suffisamment connu l'amour des femmes pour comprendre ce qu'annonçait cette conversation qui se désynchronisait. Si je l'avais deviné, aurais-je été moins impuissant à y remédier ? Ces minuscules incompréhensions dans l'obscurité de la Mercedes blanche, puis derrière les rideaux tirés de notre chambre où nous allions du lit à la douche, de la douche au grand lit défait, tour à tour transpirant ou ruisselant, me poussaient vers elle avec encore plus de force. Denise me paraissait reconnaissante de l'avoir accompagnée. Elle s'accrochait, se cramponnait à ma présence durant ces heures d'attente. Je lui laissais l'initiative sans en prendre aucune, ni opposer de résistance. C'était la première fois que je me sentais à ce point hors du temps et hors du monde, toute retraite coupée. Une situation dans mon ignorance naïve que j'avais cru réservée aux grands drogués, aux poètes à demi fous, aux marins en perdition, aux explorateurs des pôles,
qui ne connaissent plus l'alternance du jour et de la nuit, et vivent comme dans un jour ou une nuit sans fin, sur lequel la nuit aurait renoncé à tomber, le jour à se lever. Dans notre huis clos, avec cette sorte d'irréalité due à l'épuisement et à la répétition, je perdais peu à peu conscience de nos contours. Alors que nous venions de nous recoucher, je la voyais émerger de la douche dans un nuage de vapeur, sans plus savoir si ce qu'elle disait murmurait à mon oreille, mais qu'elle proférait apparemment depuis l'autre bout de la pièce, en tournant sur elle-même pour projeter des gerbes de gouttelettes iridescentes sur les murs, les rideaux, le lit. Ce n'était pas plutôt une phrase entendue la veille qui serait restée là, en suspens, tout ce temps, à mi-chemin de mon tympan et de mon cerveau. La fatigue ne favorisait pas seulement mon abandon au beau vouloir de Denise, à la chaleur et au moelleux du lit, c'était un abandon plus complet. J'avais toujours été enclin à la passivité et à cause de cette passivité, jamais je n'avais pu me libérer de la mauvaise conscience qui s'attache à l'inaction, comme la tristesse s'attache à la pluie qui tombe derrière des vitres, et la pluie qui tombe derrière des vitres à la contemplation de jouets oubliés dans un jardin à la fin des vacances. Dans la chambre de l'hôtel de la Calle del Sueño, pour la première fois, c'était une passivité sans reproche, juste la conscience étale de ce qui survenait. J'enregistrais les phénomènes tels qu'ils se présentaient, la résonance d'un mot qui s'étire, des gestes plus doux, plus suaves, une impression d'élasticité, plaisir, lassitude. Ces choses, à présent, avaient moins d'importance que leurs variations, et les variations étaient sans fin. Ça n'était plus moi, ça n'était plus Denise, mais un univers de sensations autonomes qui m'incluait et l'incluait, croyais-je, en nous indifférenciant. Ces phénomènes étaient dus à la brièveté de mes endormissements. Plus d'une fois, allongé auprès de Denise pendant qu'elle visionnait les actualités de SLBC, j'avais connu de semblables distorsions dans la continuité des images et des sons. Jamais je n'avais conscience de m'endormir, mais tout le temps celle de me réveiller. Les distorsions étaient infimes, à peine décelables. Sans doute n'avais-je fermé les yeux qu'une seconde ou deux. À l'antenne, c'était la même speakerine mélodieuse. Pourtant, je percevais au ton de sa voix qu'elle avait changé de sujet. Son image s'était réduite à la taille d'un médaillon et sur le reste de l'écran apparaissaient maintenant des véhicules carbonisés, roues en l'air. Un groupe d'adolescents prenait la pose devant les épaves de Jeep et de Land Rover. Leur posture n'avait rien de naturel. On aurait dit un numéro de mime. Puis le buste de la speakerine, en pivotant, repoussait les bords du médaillon. À nouveau, pleinement maîtresse de l'écran, elle se tournait vers l'invité qui lui faisait face sur le plateau. L'inflexion de voix de la speakerine dans le reportage, en me signalant que son propos avait bifurqué, me réveillait. Mais à peine avais-je noté ce changement, happé par l'amplification démesurée du buste de la speakerine, par le lent déplacement de la main de Denise autour de ma taille, que déjà je replongeais sous la surface. Les dernières heures, mais cela dura peut-être une journée entière, ou seulement un instant. J'étais allongé sur le dos, enfoncé à mi-corps dans le matelas, mon visage enfoui sous le rideau extraordinairement odoriférant de ses cheveux. Il n'était pas si fréquent qu'elle laisse son chignon défait. De cette ample chevelure, il me semblait jouir, moins de la masse colossale que de chaque élément distinct. J'en dénombrais, sans avoir besoin de les compter, presque 130 000. Tous avec leur longueur et leur courbure propre, tous me balayant les joues et le front avec une ténuité particulière. Je pénétrais cette végétation. Une rousseur luminescente palpitait entre les tiges ondoyantes. Le reflet, 130 000 fois animé, miroitait dans un espace aussi haut et profond que large. En dépit de sa densité et de son intensité chromatique, rien dans cette forêt n'aveuglait le promeneur, ni n'entravait son mouvement. Pourtant, je ne la traversais pas. J'y tournais sur moi-même plutôt, comme à l'intérieur d'une pelote. Le matelas avait cessé d'être une surface plane. Il m'enserrait de tout son moelleux aux épaules, aux
hanches et me soulevait, me faisait si bien rouler d'un côté et de l'autre du lit que dans cette giration, je ne distinguais plus le dessous du dessus, ni l'arrière de l'avant. J'avais renoncé à m'orienter. À quoi bon ? Les choses finiraient par retrouver leur stabilité, et si ce n'était pas le cas, si mon destin était de tournoyer indéfiniment dans ce cocon à la moiteur familière, idéalement mou, chaud, odorant, pourquoi résister ? Pourquoi vouloir que ça s'arrête ? Au lieu de cela, je m'ensevelissais davantage dans la chevelure épaisse, je la respirais. J'admirais comme chaque filament tour à tour luisait d'une nuance spéciale. Je me concentrais de toutes mes forces sur ces 130 000 caresses brèves, prolongées, drues, éparses. Elles m'atteignaient en chute libre, en vrac, par de souples descentes de mèches du plat de leurs boucles ou une à une de la pointe du cheveu. À aucun moment je ne soupçonnais que ces féeries capillaires, dont tous les détails me ravissaient, dans la langueur de ralenti à la précision microscopique, aient pu emprunter leur imagerie à d'anciennes publicités pour shampoing. À ce degré d'ahurissement, la matière fait et pense ce qu'elle veut. J'ai une question qui m'est venue quand j'ai lu ce passage que j'aime tout particulièrement. 130 000 cheveux, ça vient d'où ? C'est le bon nombre. Mais encore, j'ai l'impression que c'est inéquitable selon les individus. Oui, enfin, en ce qui me concerne, par exemple, évidemment, on en est désormais très loin, mais une chevelure normalement constituée, de bonne qualité, et en effet constituée de plus ou moins 130 000 unités. Très bien, merci. On entend là un autre aspect du livre, c'est tout ce qui a trait à la sensualité, la dimension amoureuse. Et alors là, une vraie question, c'est que finalement, jamais la relation amoureuse de Denise et du narrateur n'est explicitement qualifiée comme telle. C'est-à-dire leur union charnelle est supposée, enfin il y a quand même quelques signes, mais c'est pas nommé. Et ça, c'est dans tout le livre, même quand elles vont s'amuser à draguer les mecs et à dormir avec eux, c'est pas exactement dit. C'est souterrain. Oui, et de la même manière, dans l'histoire personnelle et collective antérieure de Kepler, Natsumi, Denise et Laurent Tintin, c'est effleuré parfois, mais sans jamais que ça apporte des précisions satisfaisantes. Est-ce qu'il s'agit de l'histoire de deux couples avec d'éventuelles permutations? Est-ce qu'il s'agit d'amour à quatre? Est-ce qu'il s'agit d'amitié? Est-ce qu'il s'agit de rien de tout cela? À vrai dire, moi-même, j'en sais absolument rien. Et je ne me suis pas du tout intéressé à cet aspect des choses, peut-être parce que, et je reviens une nouvelle fois aux lectures d'enfance, ce sont des livres sans d'une part sans sexualité, mais ce ne sont pratiquement jamais des histoires d'amour. Ce sont des histoires de fascination. Ce sont des histoires éventuellement d'emprise, d'emprise acceptée, d'emprise recherchée. Et c'est peut-être extrêmement pervers de ce point de vue-là, mais là non plus, ça ne peut pas passer par les formes habituelles, canoniques, des relations entre les gens. Et je pense que si la relation de ces quatre-là n'avait pas déjà à ce niveau un caractère exceptionnel,
et peut-être invraisemblable, rien de tout le reste ne serait possible. C'est une condition sine qua non. Et quant à l'éventuelle histoire d'amour entre Denise et le narrateur, ça n'était pas plus nécessaire et intéressant de l'élucider que le reste, puisqu'on ne peut jamais savoir où commence et où cesse le stratagème. Ce sont des stratagèmes dans des stratagèmes dans des stratagèmes. Voilà, d'une certaine manière, la vérité qui est la leur est uniquement constituée d'un monumental bout à bout de choses fausses. Merci de n'avoir pas élucidé cette question qu'on s'est beaucoup posée avec Pierre en préparant la lecture, mais voilà, on en reste là. Mais on a entendu dans ce passage autre chose, c'est évidemment il y a la dimension joyeuse, festive de ce premier, ces pages qu'on a entendues. Vous disiez que c'était facile à écrire, mais moi, il me semble que c'est un grand livre sur la mélancolie, et ça c'était plus dur. Alors oui, la mélancolie sous différentes formes, c'est précisément ce qui arrive dans la vie des personnages et donc dans le roman, toujours au même moment, c'est-à-dire quand l'action s'arrête. Dès que l'action s'interrompt, plus rien n'est véritablement intéressant. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant de l'écrire et j'espère de le lire, mais à ce moment-là, c'est vraiment une autre hypothèse existentielle qui est explorée. Ce sont des parties beaucoup plus brèves du livre et où tout le monde chacun est renvoyé à une forme de nullité, mais au sens propre, c'est-à-dire d'annulation. Et y compris celui qui est probablement le plus brillant de tous, c'est-à-dire Kepler. Il y a d'ailleurs un chapitre qui s'appelle Mélancolie de Kepler, dont on comprend très rapidement, enfin dès le deuxième chapitre du livre, qu'il est un grand dépressif et qu'il est constamment en train d'essayer de tenir à distance ce monstre qui rôde autour de lui et qui à tout moment peut prendre possession de lui. Je n'en fais évidemment pas du tout une clé psychologique, mais dès que l'action reprend, tout va mieux pour tout le monde, ensemble ou séparément. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur les dessins. On va voir la couverture. Il y a d'autres dessins qui sont donnés à la fin du roman, qu'on choisit de ne pas montrer ce soir parce que je crois que c'est important qu'ils arrivent à la fin et qu'on ne les dévoile pas aux lecteurs qui vont se plonger dans le roman suite à notre conversation. Pourquoi avoir choisi d'illustrer les personnages, de les rendre réels, c'est-à-dire que le lecteur il se fait une image, mais en fait ils sont là, on peut s'y reporter. D'ailleurs c'est très juste. Et comment s'est organisé ce travail ? Alors cette question des dessins était présente dès l'origine du projet du roman. Initialement, je ne savais pas exactement quelle forme ça prendrait, quoi, comment, de quelle manière. Mais j'ai toujours imaginé mes personnages, non pas sous une forme cinématographique ou même photographique, et encore moins réaliste, comme on peut avoir des images mentales qui semblent déduites de la réalité, mais je les ai toujours imaginés dessinés, c'est-à-dire comme des personnages de romans illustrés qui surgiraient dans le monde réel avec cette espèce de degré de netteté et de simplification que peuvent avoir des personnages dessinés. Et donc je voulais que ce soit présent dans le livre littéralement sous cette forme dessinée. Il fallait que ce soit des dessins relevant de ce qu'on appelle communément la ligne claire, c'est-à-dire l'école belge de bande dessinée, ce qui est effectivement là le registre
ce dessinateur qui s'appelle Sébastien Verdier, que j'ai cherché pendant plusieurs années. Par chance, ou peut-être parce que je me suis arrangé pour que ce soit le cas, au fur et à mesure que j'avançais dans l'écriture du roman, qui a été écrit dans l'ordre des chapitres, plus j'avançais, plus je reculais le moment où les dessins pourraient apparaître. L'explication à cela, c'est que je voulais à la fois que ça puisse avoir, si on feuillette le livre comme ça, ça joue le rôle des illustrations dans les romans qu'on lit quand on est enfant, adolescent, ou même dans des livres pour les grandes personnes, mais évidemment édités dans un temps plus ancien. Récemment, je suis tombé sur des propos notamment de Flaubert et de Kafka, qui expliquaient à leurs correspondants qu'ils ne voulaient surtout pas que les livres soient illustrés, qu'il ne fallait surtout pas représenter, voilà, par hypothèse, Emma Bovary en couverture du livre, que les représenter, ça anéantirait tout l'effort d'imagination consubstantiel à l'écriture et à la lecture d'un roman. Bon, malgré tout le respect que je dois à Flaubert et Kafka, qui sont deux romanciers que j'adore, moi je ne pense absolument pas ça. Je pense au contraire que et c'est toujours l'usage que j'en ai fait comme lecteur, que les dessins dans un livre sont un tremplin supplémentaire pour l'imagination et absolument pas quelque chose qui vient oblitérer ou empêcher d'avoir ses propres représentations, ou alors on ne décrirait pas les personnages. Et qui serait peut-être à ce moment-là, comme chez Kafka d'ailleurs, réduit à une initiale, cas voilà, de pures hypothèses psychologiques ou existentielles. Donc je n'avais pas cette inquiétude, mais en revanche, par la force des choses, j'appartiens à la modernité littéraire, en raison des dates qui sont les miennes. Et même si j'ai fait beaucoup d'efforts d'innocence dans toute cette affaire, je savais bien qu'on ne peut plus décemment aujourd'hui proposer aux gens de lire un roman qui aurait quelques prétentions à être lu sérieusement, avec des illustrations comme dans n'importe quel livre pour les gamins. Il fallait donc que ces dessins, lorsqu'ils apparaîtraient dans le roman, aient un lien de nécessité narrative, comme ça peut être le cas parfois pour une photo ou un document ou la reproduction d'une lettre. Et ça, la modernité ne s'en est pas privée. Ce sont bel et bien des illustrations. Beaucoup de grands romanciers modernes ont incorporé des images à l'intérieur de leur prose. Donc on a quand même finalement le droit de le faire. Et plus j'avançais vers la fin du roman, plus se précisait la manière dont il serait justifiable narrativement que des dessins apparaissent, et les lecteurs le découvrent le moment venu. Et puis ça m'a aussi permis de bénéficier de beaucoup plus de temps pour trouver le dessinateur. Et donc l'écriture du livre s'est échelonnée sur une assez longue période, peut-être 5 ou 6 ans. Et pendant ces 5 ou 6 années, puisque le désir qu'il y ait des illustrations était présent dès le départ, j'ai passé mon temps à flasher sur des dessinateurs dont je découvrais le travail. À chaque fois, ça me démangeait de les contacter. Et puis pendant de nombreuses années, je ne l'ai pas fait parce que soit c'était des gens que j'admirais trop, et donc j'avais peur de les contacter, ou je savais bien qu'on me demanderait à lire le roman, et j'avais l'impression que c'était pas encore suffisamment avancé ou suffisamment au point, où je craignais que malgré toute l'admiration que je pouvais avoir pour les dessins de tel ou tel, que finalement ce soit peut-être pas tout à fait ce dont le livre avait besoin. Évidemment, on ne peut pas engager une collaboration pour ensuite rétro-pédaler. Donc j'ai attendu aussi longtemps qu'il était décemment possible de le faire. Et c'était une chance, puisque je suis tombé un peu par hasard d'ailleurs
6 mois avant de terminer l'écriture du livre, donc vraiment au moment où j'arrivais dans les chapitres où ça chauffait par rapport à cette question des dessins, sur un livre publié chez Dargaud qui s'appelle Orwell, qui est un très 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 beau roman graphique, comme on dit aujourd'hui, qui en réalité est une biographie dessinée de George Orwell, livre que je recommande parce que c'est une lecture tout à fait passionnante, mais surtout en découvrant les dessins de ce livre, donc de Sébastien Verdier, dont je n'avais jamais entendu parler, j'ai été absolument saisi parce que c'était exactement ce que j'avais imaginé comme type à la fois comme type de trait, mais également comme force suggestive. Et surtout, c'était des dessins qui sans être une sorte comme ça de truc vintage, faisaient écho aux souvenirs que j'avais de bandes dessinées qui ont enchanté mon enfance, des choses que tout le monde a oubliées aujourd'hui, mais enfin qu'on pouvait lire voilà, dans l'hebdomadaire Tintin, le journal des lecteurs de 7 à 77 ans, qui étaient d'ailleurs souvent des histoires comme ça d'aventuriers ou de gens un peu suspects. C'était des dessins qui finalement ressemblaient beaucoup aux dessins qu'on pouvait trouver sur les affiches des films de l'époque, qui étaient plus souvent des dessins que des photos du film, et qui, je trouve, loin d'empêcher l'imagination, au contraire, constitue une sorte de suggestion supplémentaire, comme ça, à mi-chemin entre le fantasme et la réalité, qui me paraissait pouvoir faire corps avec la raison d'être de ce roman. Une dernière question, avant un dernier moment de lecture. Porte sur le langage. À un moment, il est question de Kissimi Camara. C'est un centre de détention en Sierra Leone où est censé être enfermé l'ami du père de Donis qu'elle veut sauver. Et alors les détenus, les personnes qui sont enfermées, auraient développé un langage propre qui est tout en implicite et en sous-entendu. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Denise et lui échangent dans leur courrier. Tout est terrain à interprétation, un double jeu. Mais c'est aussi comme ça que fonctionne le groupe. On a toujours l'impression qu'un mot en cache un autre, en fait, le langage est toujours un code entre eux. Et puis, il y a les accros géniaux de Natsumi, les accros de langage. Oui, c'est ça. C'est une autre manière de parler de ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire que tout n'est constitué que d'une succession de choses fausses, de moments faux, et pas simplement que la modernité, on a convenu finalement un peu facilement, parce qu'il s'agirait d'une représentation ou d'un spectacle qui ne serait pas la chose réelle. C'est plutôt qu'il s'agit de traduction. Ça peut être l'occasion de reparler d'édition, puisque désormais pour moi tout cela est la même chose. Je pense que, alors évidemment, si on traduit un livre d'Arnaud Schmitt en français, évidemment on propose une traduction de ce texte allemand en français, mais Arnaud Schmitt, lorsqu'il a écrit le texte original en allemand, ou dans son allemand à lui, c'est naturellement déjà une traduction, et ainsi à perte de vue, c'est-à-dire que on baigne perpétuellement, du début à la fin, dans une traduction d'un réel qui est absolument insaisissable et définitivement inaccessible. Donc là aussi, mes personnages et leurs semblables se contentent de pousser le curseur un peu plus loin qu'on ne se contente de le faire dans la communication courante, par exemple tout de suite dans notre conversation. Il y a d'autres arrière-plans à explorer, il y a d'autres doubles fonds à découvrir, et il faut donc être très attentif à ce qui se passe,
parce que les indices sont potentiellement partout. Et évidemment, comme d'ailleurs le narrateur est souvent amené à le constater, il dit depuis le début de cette histoire, j'ai constamment l'impression que je ne regarde jamais au bon endroit. Ils avaient en commun de savoir choisir leurs mots, c'est-à-dire d'employer aussi les mauvais mots à bon escient. Alors, on va entendre la dernière lecture qui, je pense, va complètement dans le sens de ce qu'on vient de dire. Cet échange, Pierre Beau réalise cette performance d'être les 4 personnages en même temps. La veille du départ pour notre dernier dîner à terre, chacun avait fait l'emplette de victuailles ou de bouteilles. Le Rintintin apportait du jambon et du chorizo de Barcelone, Kepler du vin de Gérone, Natsumi et moi le reste acheté au marché de Rosas. Mais le meilleur ce soir-là, ça a été les dialogues. Tout a commencé par une remarque de Kepler. Il est aussi inutile d'attaquer la société que de vouloir la défendre. Je ne sais plus à qui ni à quoi il répliquait. Natsumi a tendu son verre pour que je lui resserve du vin. Si tu veux dire qu'elle se renforce dans les 2 cas, qu'on l'attaque ou qu'on la défende, et qu'à la fin tous se font avoir, c'est pas une découverte. Était-ce la réaction qu'il espérait ? Kepler l'a contemplé, mi-songeur, mi-amusé. Elle a incliné la tête pour signifier que c'était à lui de parler maintenant. Le Rintintin a claqué des doigts. Vous m'expliquerez un jour la différence qu'il y a entre ceux qui possèdent la timbale et ceux qui veulent s'emparer de la timbale. Natsumi l'a coupé. Si la chose que tous désirent s'approprier mérite d'être possédée, alors la position de chacun est justifiée. La bonne question serait: un objet non partageable peut-il appartenir à quelqu'un ? Partagé en 2, en 4, en 1000, le pouvoir et la richesse ne sont plus le pouvoir et la richesse. Quand un tel objet est détruit, provisoirement détruit, le désir de sa possession pleine et entière demeure. C'est une histoire sans fin. J'ai dit, donc, vous êtes d'accord ? Le Rintintin. Oui, pour nous en mêler le moins possible. Kepler. Faites comme si nous n'existions pas. Le Rintintin. La révolution, très peu pour moi. Kepler. Nous n'avons jamais prôné la révolution. J'ai demandé, et pourquoi ça ? Natsumi. Le problème, ce n'est pas le troupeau, mais le loup. Le grand méchant loup travesti en berger. Le chef révolutionnaire n'est pas n'importe quel chef. Lorsqu'il émerge, désigné par le peuple ou auto-désigné, ce nouveau chef ruisselle littéralement de charisme. C'est affreux. Le visage et les mots de l'oppression future ajoutés à l'oppression présente. J'ignorais quelle part d'humour ou de sérieux entrait dans ces propos. J'ai demandé quel choix reste-t-il alors ? Le Rintintin. N'être ni inclus, ni exclu. Natsumi. Enfermé, ni dedans, ni dehors. Kepler. Est-ce que ça fait de nous des traîtres ou des profiteurs ? Natsumi. Des traîtres, si on croit à la possibilité de bâtir une société meilleure. Le Rintintin. Des profiteurs, si on n'y croit pas. 2 bouteilles d'Amporda avaient été vidées. Kepler s'est levé de table pour apporter 2 nouveaux flacons et 2 tire-bouchons. Le bruit de mon tire-bouchon a précédé le sien d'une demi-seconde. Nous avons rechargé les verres. Le Rintintin a lancé un autre hameçon. Je vous rappelle que j'ai étudié l'histoire. Il s'est retourné vers Kepler, puis vers Natsumi. Pendant que tu faisais des additions et des soustractions, et toi des longueurs à la piscine du 19e, la dernière année, j'avais un cours où on nous racontait que l'histoire, que l'horizon de l'histoire, c'est la vérité, mais sa substance, c'est le mensonge. Je me souviens d'un graphique représentant la propagation du faux sur l'axe du temps et sur celui du nombre. J'ai regardé Natsumi, qui regardait Kepler, qui me regardait, nous étions tous les 3 interloqués. Où voulait-il en venir ? Le Rintintin a poursuivi. Il y avait une phrase qui se colportait à l'époque parmi les étudiants de ma fac. Le vrai est un moment du faux.
le genre de slogan sans doute venu du fond des âges et qui rebondit de siècle en siècle en retrouvant par intervalles une forme de pertinence et de nouveaux perroquets. Je pense aujourd'hui qu'il serait plus instructif, par exemple, d'analyser l'histoire de cette idée en mettant en perspective ses occurrences que de dépeindre toujours et encore l'histoire à la façon d'un panorama. Kepler a rigolé. Eh bien, professeur, Natsumi, tu es certain de ta citation? Ça ne serait pas plutôt l'inverse? Le faux est un moment du vrai? Kepler, la pub et la politique ont en commun d'aimer les slogans. Elles les fabriquent en substituant un mot à un autre, en prenant le contre-pied de la phrase attendue. Il y a moins bien, mais c'est plus cher. On comprend qu'il s'agit de vendre un produit. L'imagination au pouvoir, là c'est plus ambigu. Est-ce pour faire la réclame d'un gadget technologique, d'un candidat et de son programme? Natsumi. Le contrat de confiance, moi. Darty. Natsumi. Le changement dans la continuité, Kepler. Georges Pompidou. Moi. Construisons dans un monde qui bouge, Kepler. Le CIC. Natsumi. Votre argent m'intéresse, moi. La BNP. Natsumi, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Moi, le PMU, Kepler, erreur, la Française des Jeux. Le Rintintin, progressisme, déclinisme, nihilisme, chacun de ces conceptions s'appuie sur une lecture particulière de l'histoire. A-t-elle un sens? Est-elle dépourvue de sens? L'histoire se répète-t-elle ou ne se répète-t-elle pas? Si elle se répète, que répète-t-elle au juste? Des faits similaires, des séquences complètes de faits, le mode d'engendrement de ces faits? Natsumi, assez avec l'histoire. Kepler, ce n'est pas toujours un avantage d'en savoir long. Le Rintintin. Il y a deux sortes de gens. Ceux qui pensent qu'il y a deux sortes de gens et les autres. De qui est-ce? Moi. Salvador Dali? Natsumi. Homer Simpson. Kepler. Georges Pompidou. Le Rintintin. Son prédécesseur. Kepler avait reculé sa chaise, il a ôté un de ses mocassins et commencé à se palper la cheville, une habitude quand il réfléchit. Le Rintintin a fait observer, en désignant les flacons aux trois quarts vides, qu'à ce rythme-là, on allait manquer de munitions. Le temps que j'aille chercher la 5e bouteille, Natsumi avait redéclenché l'assaut. Natsumi. Admettons que l'amélioration de la société, dans la limite d'une redistribution toujours plus ou moins biaisée des privilèges, ne soit qu'une chimère. D'accord, ça ne peut pas s'améliorer, mais ça peut empirer. La société opprime l'individu tout en le protégeant et en se protégeant elle-même. Quand survient un péril supérieur, on ne peut plus se contenter de compter les points. Je m'apprêtais à déboucher la bouteille. Kepler, cette bouteille de vin est à l'image de la société que tu décris, robuste d'aspect, mais aisément fracassable. L'étiquette promet beaucoup, elle promet monts et merveilles, mais la qualité et la pérennité du contenu sont aléatoires. Si ce vin est bon, le serait-il davantage après 1 ou 2 années de cave supplémentaire? S'il déçoit, est-ce qu'il aurait fallu la boire plus tôt? La bouteille ignore ce qu'elle contient. Dans tous les cas, sa contenance sera insuffisante. Il est donc inutile de la vanter pour sa qualité supposée que de l'incriminer pour sa faible capacité. Débouche-la. Natsumi. Les anciens avaient un mot pour ces analogies tordues. Kepler. Avec l'ivresse, ce qui est droit devient tordu et ce qui est tordu paraît droit. Natsumi. Raccroche-toi aux branches. Le Rintintin. Une société subit des pressions internes et externes. Le désordre qui résulte d'événements internes est l'affaire de ceux qui croient et espèrent en cette société. Pourquoi me sentirais-je concerné? J'ai demandé. Et les pressions externes, le Rintintin, leurs causes sont souvent similaires. Le fait de désordres qui se produisent dans les sociétés voisines, animées par les mêmes intérêts et les mêmes croyances. Natsumi, encore tes souvenirs de la fac. Le Rintintin, je réfléchis à haute voix, j'essaye de déterminer dans quelles circonstances et pour quelles raisons je devrais me sentir obligé d'agir en faveur de la société. Je n'en vois pas beaucoup. J'ai rempli nos verres en veillant à équilibrer les niveaux. Le Rintintin était celui qui tenait le mieux l'alcool. Kepler ne perdait pas le contrôle, mais ses raisonnements d'ordinaire si clairs, passé le verre de trop, devenaient ce soir-là plus sinueux et confus. Natsumi, l'imprévisible Natsumi, quant à elle, se montrait de moins en moins déconcertante à mesure qu'elle buvait. Ou était-ce mon propre état qui me faisait paraître droit ce qui était tordu, et tordu ce qui était droit? Natsumi.
Le citoyen est à lui-même son meilleur ennemi. Le Rintintin, tu viens de l'inventer, celle-là. Natsumi. Le citoyen reproche à la société d'être ce qu'elle est. Il s'épuise à se faire entendre, à réclamer une attention qu'elle ne lui accordera pas. La société rend les citoyens coupables d'être ce qu'ils sont, trop ignorants ou trop savants, trop pétitionnaires ou trop abstentionnistes, trop pauvres ou trop riches, trop économes, pas assez consommateurs, mais cependant trop gaspilleurs et pas assez recycleurs. Ce harcèlement mutuel auquel se livrent les citoyens et la société fait une seule et même victime, l'individu, à la fois comme harceleur et comme harcelé. Le Rintintin, tyran à la maison, tyrannisé hors de la maison, ou bien tyran au travail, mais tyrannisé en rentrant du travail. Il y a presque autant d'exemples qu'il existe d'individus. Kepler. Si c'est pour nous dire que les hommes forgent eux-mêmes les maillons de leur propre chaîne, nous le savons déjà. Natsumi. Premier de ces maillons, la famille, et à sa suite, tout groupe humain hiérarchisé. Le Rintintin. Famille, école, bureau, des sociétés en modèle réduit conçues pour dresser l'individu et le compromettre. Kepler. Briser un maillon raccourcit la chaîne sans la rompre. Natsumi. Or, une longue chaîne vaut mieux qu'une chaîne courte. Kepler. Question de périmètre. Le Rintintin. L'animal ou le forçat attaché à leur piquet le vérifie à chaque minute de leur vie. J'essayais de deviner où menait cette démonstration, si toutefois elle menait quelque part. J'ai demandé pourquoi une chaîne, à condition qu'elle soit longue, ne serait pas préférable à l'absence de toute chaîne et attachement. En m'entendant formuler la question, j'ai constaté que je m'exprimais comme eux à présent. Ils m'avaient inculqué leur langage, leur tournure d'esprit. Kepler, Natsumi et le Rintintin m'ont examiné en silence. L'expression sur le visage du Rintintin était difficile à déchiffrer, un peu plus, un peu moins qu'un sourire. Celui de Natsumi ne laissait rien paraître. Kepler semblait soucieux. Il a dit « C'est la fin de la bouteille, regardez, il y a du dépôt ». Il a exposé son verre à la lumière, des particules flottaient dans le liquide. Le Rintintin a soulevé son propre verre, l'œil circonspect, exact, dans le mien aussi. Kepler. Vers la fin des années 60, un sous-marin de l'armée française, le Minerve, a disparu au large de Toulon. On n'a jamais retrouvé l'épave. On ne l'a peut-être jamais cherché. L'équipage comptait 52 hommes. Ils attendent toujours au fond de l'eau, dans leur cercueil de métal. Le chef d'État avait déclaré « Ces marins ont péri en mer, c'était des volontaires. Ils avaient par avance accepté le sacrifice. » Natsumi. Georges Pompidou. Kepler, son prédécesseur. J'ai hésité à sortir 2 bouteilles de paraffita du carton ou d'abord une seule. Je pressentais que notre soirée était loin d'être terminée. Comme souvent, il feignait de débattre avec mes véhémences. En étant d'accord sur tout, les idées ne les intéressaient pas tant que ça. Il cherchait la meilleure formulation. Il n'essayait pas de faire valoir des points de vue, encore moins des opinions, plutôt de les dissoudre. Avant cette soirée, je n'avais pas perçu combien, au fond d'eux-mêmes, ils étaient désespérés. Je me souviens qu'enfant, ma langue fourchait sur le mot « desperado ». Je disais toujours « désesperado ». J'avais appris ensuite, en découvrant l'Espagne, que la faute n'en était pas une. En déformant ce mot, qui était lui-même la déformation d'un mot espagnol, je lui restituais son véritable sens. Quand je suis revenu avec les bouteilles, j'ai noté qu'ils avaient changé les verres. Le Rintintin avait repris la parole. La société exacerbe en chacun le conflit entre l'individu et le citoyen. L'individu, s'il réfléchit librement, avec honnêteté, le jour où il devra voter, sera impuissant à se reconnaître dans un candidat, quel qu'il soit. Mais le citoyen, lui, s'il veut être un bon et honnête citoyen, doit impérativement choisir. Il doit donner sa voix. Natsumi. Parfois, il le fait par conviction. Kepler. On juge respectable d'avoir des convictions et méprisable de ne pas en avoir. Il est licite d'avoir des convictions successives, mais suspect de ne pas en avoir du tout. Natsumi, ces convictions-là s'évanouissent dès qu'on désembobine de l'influence des charlatans avec leurs faux consensus et faux antagonismes. Chez le mauvais citoyen, l'absence de conviction peut être aussi la conséquence d'une mollesse. Kepler, l'indifférence politique à sa façon est une arme contre les manipulateurs.
Natsumi. Mais la passivité devant l'injustice, le Rintintin. L'indifférence n'est pas la neutralité. Kepler. Agir quand le péril menace, cela relève d'un réflexe, pas d'une conviction. Une question me brûlait les lèvres. Une phrase était prête depuis plusieurs minutes dans ma tête. Au ping-pong, certains joueurs sont tellement bons en défense qu'ils se refusent à attaquer, même lorsqu'une erreur de l'adversaire leur offre un point tout fait. Vous ne matchez jamais. Je guettais le moment où je pourrais la placer dans la conversation. J'hésitais à le faire. Natsumi, comment cultive-t-on de tels réflexes, Kepler, en évitant de participer aux activités de la ruche? Moi, il existe des abeilles solitaires et même des abeilles qui pratiquent le parasitisme et la kleptomanie. Je l'avais lu dans National Geographic. Le Rintintin, elles ont toute ma sympathie. Natsumi, la société n'est pas seulement une ruche, lieu des aliénations présentes, c'est un laboratoire, lieu des aliénations futures, et un musée, lieu des aliénations passées. La visite du musée peut mériter le détour, Kepler, pour effrayer les enfants, le Rintintin, et leur montrer combien les conditions de la vie présente sont douces en comparaison. Natsumi, tu as étudié l'histoire, je ne vais pas te faire un dessin. Le Rintintin, les mécanismes sont éternels. Exposer la souffrance du passé et ses causes circonstancielles, c'est occulter la persistance des causes fondamentales et leur rôle dans la souffrance du présent. Kepler, quand je souffre, j'ignore pourquoi je souffre. Fuir la ruche m'a délivré de tout, sauf de la mélancolie. Parfois, je me surprends à penser aux consolations qu'une vie d'esclave aurait pu m'offrir. Le Rintintin, l'éloignement favorise ce genre d'illusion. Natsumi, comme pour la nostalgie du pays natal. Kepler, il y a des banalités qui font plaisir à entendre. Natsumi, je résume. L'esclave rêve d'être libre et l'affranchi rêve du temps où, esclave, il rêvait d'être libre. C'est bien ça, le Rintintin. La liberté n'abolit pas le désir de devenir libre. On n'est jamais absolument certain de la posséder, mais à l'instant où on en est privé, on est sûr de l'avoir perdue. La vie en société repose sur ce paradoxe. Kepler, il est donc aussi inutile d'attaquer la société que de vouloir la défendre. Natsumi, là, on commence à tourner en rond. Nous, on ne va pas tourner en rond. Merci. Merci Pierre pour cette lecture. Merci Jean-Hubert pour cette conversation. Merci beaucoup.